Chaque année sur cette chaîne, nous aimons revenir sur l'année écoulée dans le monde de l'horlogerie. Et pour cette vidéo, nous allons examiner les meilleures montres de 2025. Cette vidéo sera divisée en plusieurs catégories différentes avec quelques options qui seront représentées dans chacune de ces catégories. Tout d'abord, nous avons les micro-marques, les montres de plongée, les GMT, les montres habillées, les choix du quotidien, l'excellence mécanique, qui sont essentiellement des montres atteignant un objectif ambitieux ou artistiquement conçu et qui m'ont vraiment impressionné cette année. Et ensuite, nous terminerons avec certaines de ces montres controversées de 2025. Cette vidéo sera strictement basée sur mon opinion personnelle. Il y a eu tellement de montres qui sont sorties cette année. Ce sont des pièces que j'ai pu mieux comprendre, avec lesquelles j'ai pu passer beaucoup de temps. Donc, il ne s'agit pas seulement de toutes les montres sorties en 2025, car cela rendrait les choses un peu plus compliquées. Et puis, je veux quand même donner mon avis. Certaines montres qui m'ont marqué et que j'ai personnellement appréciées. Et en plus, si vous voulez encore découvrir quelques-unes des meilleures montres de 2025, j'ai en fait demandé à toute notre équipe de regarder certaines des meilleures montres de l'année. Tous nos rédacteurs dans notre équipe, nous avons environ 7 personnes différentes qui aident à publier du contenu chaque jour sur notre site web, et ils ont mis leurs idées en commun. Ils ont pu parcourir chaque coin de la planète et voir toutes les différentes montres qui ont été lancées cette année. Donc, voici leur top 40. Si vous voulez consulter cette liste, il y a 2 façons de le faire. Je ne sais pas s'il me reste des exemplaires, mais nous avons en fait un beau livre regroupant les 40 meilleures montres. Il est possible qu'il soit en rupture de stock lors de l'enregistrement de cette vidéo en pleine saison des fêtes. Toutefois, une version numérique gratuite est disponible si vous souhaitez la consulter. Nous avons fait un point à mi-parcours plus tôt cette année. Vous aviez vraiment l'air d'apprécier quand nous avons fait ça. Cette fois, la sélection sera encore plus soignée. Nous y ajoutons les sorties de la seconde moitié de l'année. Donc, c'est le véritable top 40 de l'année et je tiens à féliciter chaleureusement mon équipe. Ils ont passé beaucoup de temps là-dessus. Ils ont rassemblé diverses photos de montres dans un design très soigné. Tous les textes seront aussi écrits par notre équipe. Je suis donc très fier de leur travail. Lecture intéressante pour découvrir les sorties de l'année, lien en description ci-dessous. J'aime commencer par les micro-marques, car cela permet de changer un peu des marques habituelles. Ici, je m'y intéresse particulièrement. Je regarde des marques qui ont une capacité de production plus petite et qui m'impressionnent vraiment. Donc, certaines des marques ici sont celles dont j'avais déjà entendu parler avant cette année. Certaines sont de nouveaux visages. Donc, la première sur la liste est celle qui s'est démarquée et qui a été la préférée de beaucoup, je le sais. Il s'agit d'EcoNoitra La Riviera. Donc, c'est une montre qui a une largeur de 27 mm au niveau du boîtier et une dimension de corne à corne de 40 mm, mais c'est l'épaisseur et le matériau du boîtier qui distinguent vraiment cette montre. 5,9 mm avec un mouvement à l'intérieur, c'est le 7001 Le Pazou, 7001 l'été, 7001. Mais un boîtier en titane grade 5 vient l'accompagner avec un niveau de finition incroyable pour ce prix-là. Cette montre coûte moins de 2000 $. Donc, si vous connaissiez EcoNoitra les années précédentes, vous savez qu'ils étaient plutôt axés sur des designs de montres sportives d'inspiration vintage. Ça change complètement la donne. Elle reprend la combinaison de certaines montres classiques rectangulaires de ce format, mais l'associe ensuite à une approche plus robuste et utilitaire, ce qui crée une dichotomie vraiment intéressante une fois réunie. C'est l'une des micro-marques les plus séduisantes de cette année. Elle aborde également le thème des montres carrées ou rectangulaires qui ont généralement tendance à être plus élégantes. J'aime la façon dont ils ont su changer les choses et présenter une montre qui restera mémorable lorsqu'on repensera à 2025. Nous passons maintenant à une autre micro-marque européenne, cette fois en France. Il s'agit de Beau Blue. J'adore ce que représente cette marque. Il y a chez cette marque une sorte de coolitude naturelle, plus marquée que chez certaines autres micro-marques. Et c'est vraiment ce qui m'attire. C'est la deuxième français. Et c'est une montre où la vraie magie, et ils appellent vraiment ça de la magie, c'est cette trotteuse flottante le long du bord du cadran. Comment ça fonctionne? Ils disent simplement que c'est magique. Je ne veux pas, vous savez, révéler le tour du magicien ici, mais ce qu'ils ont vraiment bien réussi, c'est à cacher comment ils arrivent à faire ça. Un de mes collègues a dit « C'est un petit gadget ridicule. Laisse-moi voir. Tu sais, je vais comprendre comment ça marche. » Et il l'observe pendant quelques minutes, puis il n'arrive tout simplement pas à comprendre. Et il se demande « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment font-ils ça? » C'est juste très amusant. Je trouve aussi que la présentation, le confort au porté, l'ajustement et la finition de cette montre sont excellents pour son prix. On est autour de 1700 $ pour le prix ici, au moment où j'enregistre cette vidéo, ou du moins au moment où je passe devant la caméra.
Les choses peuvent toujours changer. Le diamètre du boîtier est de 39 mm, épaisseur de 10,2 mm, longueur corne à corne de 45 mm et étanchéité à 50 mètres. À l'intérieur se trouve le calibre automatique France Bosch FE. Donc, on voit ce mouvement utilisé de plus en plus grâce à la scène des micro-marques françaises. Il y a beaucoup de marques qui s'y mettent. Vous avez Serica, vous avez Baltic. Vous avez aussi une marque comme Beaubleu qui change vraiment la donne pour ce segment dans la nation. Je pense que c'est une montre très cool qui fait parler. Au final, c'est parfois tout ce que vous souhaitez avec votre montre, susciter des conversations et créer des liens. Enfin, pour la dernière micro-marque de la liste, c'est un nouveau nom pour moi cette année. Une marque qui propose, selon moi, quelque chose d'assez unique. Des boîtiers en céramique à moins de 1000 $. Voici Earth & Company avec la Summit Lightout. Je ne suis pas sûr que cette montre soit encore disponible, si elle est épuisée ou non, mais en ce qui concerne le temps que j'ai passé avec elle, le fait d'avoir pu vraiment l'essayer, je l'ai vraiment apprécié. Vous avez un boîtier de 38 mm, une épaisseur de 10 mm et une longueur corne à corne de 45 mm. Donc, c'est assez portable dans l'ensemble, avec une étanchéité de 100 mètres. Vous avez un calibre Miyota à haute fréquence de 4 Hz. Il s'agit du 9039 avec un verre saphir sur le dessus. C'est une entreprise basée à Hong Kong et ils essaient vraiment de se démarquer avec ces boîtiers en céramique à moins de 1000 $ et ils proposent différentes variantes de couleurs. Le blanc est simplement un peu plus frappant. Ça rappelle clairement un peu une montre de pilote IWC, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'un des aspects les plus satisfaisants de cette montre, et je sais que je suis un gars un peu bizarre, le fait que j'en tire du plaisir, c'est qu'ils ont ce contrepoids sur la trotteuse et puis ce petit indicateur circulaire à 6 heures. Quand le contrepoids s'aligne parfaitement avec l'indicateur, je ne sais pas. Je suis un homme simple, j'imagine. J'aime la manière dont ils ont équilibré cela, ajoutant un clin d'œil amusant au design qui rend l'ensemble plus cohérent. Mais environ 900 $ pour une montre avec un boîtier en céramique et aussi une montre avec une étanchéité de 100 mètres, un boîtier en céramique qui peut être viable au quotidien si vous voulez vous démarquer. Maintenant, passons à quelques montres de plongée. Je vais commencer avec une Tudor. Beaucoup de gens adorent la Tudor Pelagos Ultra cette année, mais c'est mon avis. Et la montre que j'ai préférée, c'est la Tudor Black Bay 58 Burgundy. Elle est peut-être un peu plus vue par rapport à l'Ultra. La Pelagos a toujours un côté un peu plus réservé aux passionnés de niche. Mais la 58, depuis sa sortie en 2018, est l'une des montres de plongée les plus importantes. Et pour Tudor, bien sûr, mais aussi pour sa gamme de prix. Elle reste sous les 5000 $ et cette version offre une certification Master Chronometer. Nous l'avons vu avec la Black Bay 58 GMT et maintenant avec une 3 aiguilles. Vous avez donc un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 11,7 mm et une 47,5 mm, une étanchéité de 200 mètres, le calibre MT 5400, il s'agit d'un Master Chronometer avec un test complet sur la montre entièrement montée. L'utilisation du Bordeaux dans la famille Black Bay est durable. C'est là depuis le début. Mais cette combinaison de cadran Bordeaux et de lunettes Bordeaux, c'est la première fois que la Black Bay le fait, mais ce n'est pas la première fois que Tudor le fait. Cela a en fait déjà été fait dans les années 1990 avec un modèle prototype d'une Tudor Sub qui n'a jamais été produit en série. J'ai toujours été fan du Bordeaux et, à mon avis, le cadran Bordeaux n'est pas trop voyant. Vous avez le bracelet à 5 maillons qui va avec, le réglage T-Fit, mais je pense que la 58 avec un bracelet à 5 maillons est la combinaison gagnante. J'ai un bracelet à 3 maillons sur ma 58, mais je l'admets, je préfère le bracelet à 5 maillons. Donc, Breitling avait un gros manque dans leur catalogue et cela concernait leur mouvement à 3 aiguilles qu'ils utilisaient par rapport à la concurrence, parce que tous leurs concurrents avaient quelque chose de plus propre à la marque qu'eux, alors qu'ils utilisaient plutôt des calibres standards. Mais avec le B30 et 1, ils ont pu changer cela. C'était un mouvement produit en collaboration avec la division sur mesure de Sellita. Et lorsque j'ai pu visiter Breitling, on pouvait voir la capacité de fabrication qui allait accompagner le B30 et un mouvement dont ils allaient vraiment augmenter la production et qu'ils allaient pouvoir réaliser à la chaux de fond. C'est une énorme amélioration par rapport à certaines des versions précédentes des mouvements qu'ils utilisaient. Ce dévoilement s'est fait sur 2 montres. Pour la plongée, il s'agissait de la Super Ocean Heritage. Une autre chose qui manquait chez Breitling était plus de montres de plongée de taille moyenne. Maintenant, la Super Ocean Heritage existe en 40 mm, une taille phénoménale. Donc, vous avez une épaisseur de 11,73 mm. C'est nettement plus fin que les générations précédentes. Celle-ci faisait 14 mm d'épaisseur. Et si vous vous souvenez, celle-ci utilisait des calibres Kinesis.
Donc, c'était l'un de ces domaines où vous pouviez voir un mouvement Tudor Kinesis, où cet échange de technologie avait lieu ici avec la Tudor Black Bay Chrono, qui recevait un chronographe B01. Maintenant, ils ont un B30 et 1 et il offre toujours beaucoup en termes de spécifications. Vous obtenez plus de 3 jours de réserve de marche au passage. Le bracelet milanais va également s'intégrer parfaitement au boîtier et se loger parfaitement entre les cornes avec une intégration à 6 et 12 heures. Et la distance entre les cornes pour la version 40 mm est de 48,2 mm. Donc, cela va se porter de manière très similaire à ce que je viens de mentionner avec la Black Bay 58 si vous voulez une comparaison de taille. C'était quelque chose dont Breitling avait désespérément besoin afin d'avoir un concurrent dans cette gamme pour une montre de plongée plus adaptée aux poignets moyens à petits. Je ne veux pas seulement prendre parti pour les poignets plus fins, car ces modèles existaient en plusieurs tailles, 42 mm, 44 mm, il y a donc différentes options. Et maintenant, pour la dernière montre de plongée de la liste, et encore une fois, c'est une réponse à une demande attendue depuis longtemps. Ici, nous avons la Blancpain 50 Fathoms automatique en 38 mm. Donc, nous avons vu précédemment la 42,3. J'ai en fait une 423 au poignet que j'aime beaucoup. Je l'ai ici en titane. Mais 38 mm vous offre simplement une autre option lorsque vous regardez la 50 Fathoms. C'était un domaine largement négligé par Blancpain pendant de nombreuses années. Ils avaient quelques éditions limitées. Ils avaient les Bata Bathyscaphe, mais si vous vouliez cette configuration, si vous vouliez ce style avec le saphir bombé et la présentation sur le cadran qui est montré ici, ce sera une mise à jour incroyable pour ceux qui faisaient partie de ce groupe. J'ai un diamètre de 38,2 mm pour être précis, une épaisseur de 12 mm, donc elle va aussi être assez fine. Longueur corne à corne juste sous 44 mm, étanchéité de 300 mètres conservée. Avec le boîtier plus petit, vous avez le calibre automatique 1150. Vous n'aurez donc pas le 1315 à 3 barillets et 4 Hz, mais cela reste un mouvement remarquable avec une réserve de marche prolongée. Spirale en silicium, décoration côte de Genève, perlage, et vous obtenez également un peu d'anglage sur les ponts ainsi que ce rotor en or massif couleur anthracite dans le processus. Passons maintenant aux montres GMT. Les montres GMT, c'est ma complication préférée, donc je suis toujours à l'affût. Quelles sont les nouvelles GMT sur le marché? Mais la plupart de celles qui ont été lancées cette année étaient des mises à jour de cadran. Ce n'était pas une nouvelle formule qui était présentée. Donc j'ai eu du mal à établir une liste. En fait, il n'y a qu'une seule montre qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à l'année, qui m'a semblé être un concept totalement nouveau. Et c'est la Nomos Glashütte Club Sport Nomadic Neomatic World Timer. Je pense que c'était mes montres préférées à Watches and Wonders, toutes marques confondues. Elles faisaient partie de la sélection. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais, mais celle-ci représentait probablement le meilleur compromis entre le rapport qualité-prix, la créativité et la praticité. Les montres elles-mêmes étaient même moins chères que les Zurich World Timers, ce qui m'a laissé perplexe au début, car vous créez une édition limitée, au design incroyable, encore plus accessible que votre montre à heure universelle standard. Et je n'ai pas posé tant de questions parce que j'étais plutôt satisfait des résultats et je pense que beaucoup de clients l'étaient aussi, mais c'était juste quelque chose d'assez déroutant. Elles ont un boîtier de 40 mm, 9,9 mm d'épaisseur et c'est aussi un mouvement automatique. Celui-ci est équipé du calibre DUW 3202 à l'intérieur. Celui-ci a été repensé. Lors de sa sortie, il disait que c'était la montre à heure universelle automatique la plus fine du marché. Honnêtement, je peine à trouver un équivalent dans cette catégorie. 48 mm de corne à corne, donc il se porte probablement comme un 40, 40 et demi au poignet avec une étanchéité de 100 mètres. À l'origine, vous aviez toutes les différentes variantes de couleurs avec cette indication originale et différente pour l'échelle des 24 heures à 3 heures. Et puis, vous avez aussi vu la deuxième série arriver en septembre lors du sommet à Glashütte pour Nomos. Donc, il y avait 2 séries de montres à heure universelle. Je ne sais pas lesquelles j'ai préférées. Je pense que pour mon usage quotidien pratique, la série de navigation nocturne qui est sortie après me conviendrait peut-être mieux. Cela dit, je pense que la plupart des gens préfèrent la série qui a été présentée à Watches and Wonders. Ce sont vraiment de superbes créations. Et dans une mer de montres GMT qui ont été lancées cette année, celles-ci m'ont semblé les plus créatives et les plus rafraîchissantes de toutes celles que j'ai vues. J'ai aimé beaucoup de montres GMT. J'aime la Tudor Black Bay GMT Opaline. J'aime la nouvelle Time Top PF GMT Retropunt. Mais là, c'était un concept totalement inédit.
Je dois vraiment féliciter Nomos pour avoir relevé ce défi à ce prix. Passons à la catégorie des montres habillées où j'avais 3 modèles sur ma liste. Elles sont toutes plus onéreuses, mais c'est mon avis. J'essaie simplement de penser aux montres qui m'ont vraiment marqué. Et je me souviens d'avoir été au salon Watches and Wonders à Genève et d'avoir vu cette montre, de l'avoir essayée pour la première fois. J'avais déjà essayé la Rolex 1908 auparavant, mais c'était une expérience différente. Là, c'est avec le bracelet Setimo, ça change complètement la montre. Lorsqu'on pense à Rolex, on évoque surtout ses modèles sportifs, mais c'est aussi une marque réputée aussi pour ses bracelets. Donc, porter une 1908 quand il l'avait sur un bracelet en cuir, j'aimais le concept, mais au final, j'ai commencé à penser aux autres montres habillées que je pourrais avoir sur un bracelet pour ce prix-là. Vous ajoutez ce bracelet et toute la perception change, car vous commencez à voir cette montre pour ce dont elle est réellement capable. Ce n'est peut-être pas aussi impressionnant en termes de finition artisanale du calibre, même si, d'un autre côté, le mouvement 7140 est plutôt agréable à regarder. Mais à ce prix, vous entrez dans la haute horlogerie et accédez à un savoir-faire très personnalisé. Mais on oublie tout cela quand on met cette montre au poignet. J'adore la façon dont ce bracelet tombe. J'aime le boîtier de 39 mm et la manière dont il se porte. Elle reste relativement fine, 9,5 mm, 47 mm de corne à corne. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une montre habillée. Si vous voulez cette montre habillée haut de gamme avec un peu plus de raffinement, un peu plus de discrétion dans l'ensemble, celle-ci incarne parfaitement ce que serait ce choix un peu ambitieux pour Rolex. Et je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule avec cette combinaison de bracelets et ce qui est proposé avec le reste de la collection 1908. J'adore cette montre. Si vous ne l'avez jamais essayée, je vous la recommande vivement. Essayez-la sans hésiter et dites-moi ce que vous en pensez. C'est une montre que je retiens même des mois après. Maintenant, en parlant d'un bracelet qui a fait une grande différence, nous allons regarder la GLC Reverso Tribute Monophase Small Seconds avec son bracelet milanais. J'ai toujours été un fan de GLC. GLC était l'une des montres qui, lorsque j'ai vu la Reverso pour la première fois, m'a vraiment marqué et m'a permis de m'intéresser encore plus à la marque. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais j'ai énormément de respect pour leur histoire, pour l'ensemble de ce qu'ils proposent. Il y a un niveau d'élégance et de retenue qu'ils ont su parfaitement maîtriser. Mais celui-ci, en revanche, c'est plus du genre à bomber, le torse quand il s'agit de reversos. C'est tape à l'œil, mais c'est quand même fait de manière à ne pas dépasser les limites ni te mettre mal à l'aise. Cette montre est incroyablement élégante. Elle est magnifique. Pour les dimensions ici, vous avez 27,4 mm de largeur. Et puis, pour la longueur ici, vous avez 45,6 mm, 7,56 mm d'épaisseur et le mouvement à l'intérieur est le calibre 822. Mais le bracelet milanais en or rose, cette combinaison, la façon dont il s'intègre, c'est vraiment agréable. Le bracelet lui-même est tissé à la main par un seul artisan utilisant plus de 16 mètres de fil d'or et il a une chute luxueuse semblable à un tissu. Maintenant, quand j'ai une montre de sport, je veux un bracelet qui n'a pas forcément besoin d'être aussi raffiné que celui-ci. Il peut être imposant, il peut être agressif, mais pour une montre comme celle-ci, elle exige ce niveau d'ajustement et de finition et quelque chose qui soit délicat dans son apparence, mais tout de même assez robuste pour remplir sa fonction. Et c'est exactement ce qu'est cette montre. Elle libère complètement une autre dimension pour la Reverso quand on l'associe à cette montre. Et je me souviens simplement de l'avoir vue. Je l'ai adorée. Je n'arrive pas à l'exprimer totalement avec des mots, c'est un concept ineffable. Quand on essaie cette montre, ça marche tout simplement. Donc, avant d'arriver à Genève, j'ai en fait une halte à la LAC lors du Watches and Wonders plus tôt cette année où j'ai pu visiter la manufacture Zenith. Et Zenith est une marque que tout le monde connaît si on s'intéresse un minimum aux montres. Mais si vous commencez à en apprendre davantage sur la marque, vous vous rendez compte qu'ils sont bien plus compétents que beaucoup de gens ne le pensent. C'était une montre qui célébrait une nouvelle collection et leur fondateur, Georges Favre-Jacot. C'est aussi une montre qui, encore une fois, lorsqu'on regarde la catégorie habillée, a été magnifiquement réalisée et rend hommage à leur histoire dans la chronométrie. C'était la Zenith calibre 135, la GFJ. La GFJ va représenter leur fondateur, Georges Favre-Jacot. Et tous les éléments de ce design renvoient au passé, tout en associant des matériaux et des concepts de cadrans exotiques.
Tout cela forme un ensemble incroyable, un diamètre de 39 mm, mais ensuite le mouvement de l'autre côté. Il s'agit du calibre 135. Ce calibre dans l'histoire de Zenith était celui qui remportait tous ces différents concours de chronomètres dans les années 1950, et lorsque nous visitions leur manufacture, ils avaient certaines des documentations originales de ces premiers concours de chronomètres avec toutes les différentes marques et leur classement. Le calibre 135 est l'un des calibres les plus réputés de l'histoire des chronomètres, et ils ont réussi à le recréer pour le 21e siècle. Le mouvement s'intègre parfaitement dans le boîtier. Il a également une texture vraiment intéressante qui rend hommage à l'extérieur du fabricant Zenith. Et puis il y a le balancier. Il est énorme. Et si vous avez une roue plus grande, un poids plus important qui oscille d'avant en arrière, cela va probablement jouer sur ses performances et sa stabilité. Mais le balancier occupe en gros la moitié du diamètre de tout le boîtier. C'est incroyable. Et puis, sur le cadran, vous avez un magnifique mélange. Vous avez du lapis et ensuite de la nacre bleue pour la petite seconde. C'est une combinaison extraordinaire. Et c'était facilement l'une des plus belles montres Zenith que j'ai vues produites au cours des 5 dernières années, voire de la dernière décennie entière. Vraiment un très beau travail sur celle-ci. Maintenant, nous passons à la catégorie quotidienne. Donc, pour la catégorie quotidienne, vous avez ici plusieurs options différentes. Je commence par une qui était vraiment en lice pour être une vedette du salon Watches and Wonders. Ceci est la Grand Seiko UFA, la SLGB 003. C'est une montre qui a su répondre à de nombreuses demandes des collectionneurs de Grand Seiko. Passons maintenant à quelques-unes des spécifications. Si vous ne connaissez pas cette montre, beaucoup de contenu existe à son sujet, dont une vidéo avec Joe Kirk. Elle mesure 37 mm de diamètre, 11,4 mm d'épaisseur, 46 mm de corne à corne et offre une étanchéité de 100 mètres avec un mouvement spring drive plus fin. Mais ensuite, le calibre à l'intérieur, le UFA, c'est le 9RB2, est capable d'une précision de plus ou moins 20 secondes par an. C'est le spring drive le plus précis à ce jour. C'est aussi le spring drive le plus fin à ce jour. Et en plus de tout cela, vous bénéficiez d'un micro-ajustement dans la boucle. Donc, cette montre est équipée d'un régulateur sur le mouvement, ce qui va aider pour les réglages fins et les ajustements. Oui, vous pouvez faire cela avec une montre spring drive. C'est donc assez cool d'en apprendre plus à ce sujet. De plus, cette avancée a été possible grâce à la compensation de température. Et ils ont progressivement appris ce processus grâce à leur développement du 9F en étant capables de sélectionner des cristaux de quartz et de comprendre ce qui est présenté à ce niveau. Mais aussi avec les calibres de la série 9RA, où cela a permis d'améliorer la précision grâce à la compensation de température. Donc, cela fait partie de l'art du Spring Drive et de l'art de la précision que Grand Seiko a maîtrisé. Et l'UFA est l'incarnation de toutes ces innovations dans une montre qui est la plus fine. Elle est en titane. Elle va également se présenter à l'avenir comme une plateforme que je suis sûr qu'ils vont utiliser, que ce soit pour différentes complications, mais aussi pour différentes montres. Et maintenant, avec un diamètre de 37 mm, cela montre ce qui sera désormais possible dans les années à venir avec le Spring Drive, ce qui n'était pas possible auparavant. J'ai mentionné plus tôt à propos de Breitling qu'il y avait un manque dans leur catalogue concernant toute la catégorie des montres de plongée car ils n'avaient pas de calibre 3 aiguilles qui pouvait se différencier des mouvements Sellita qu'ils utilisaient qui étaient plus standards. Ceci est la réponse à cette même idée mais cette fois dans la catégorie des montres de tous les jours. Ici nous avons la Breitling Top Time B30E1, donc c'est en fait cette plateforme qui a lancé la B30 et un plus tôt cette année. Donc, quand celle-ci est sortie, c'est cette montre qui a lancé une nouvelle catégorie pour la Top Time. La Top Time est traditionnellement une collection de chronographes qui reçoit maintenant une version 3 aiguilles animée par un nouveau calibre, le B31. Donc, celle-ci va être proposée dans un boîtier de 38 mm et ça, c'est aussi quelque chose de différent pour Breitling. Cela montre donc qu'ils vont pouvoir changer les choses. J'ai entendu dire qu'en interne, il y a eu beaucoup de discussions chez Breitling sur le fait que 38 mm est une taille pour laquelle ils pourraient ne pas avoir de clients et ils étaient très hésitants à sortir ce modèle. Il s'avère que c'est devenu le best-seller de la marque quasiment immédiatement. Cela montre donc que 38 mm était vraiment quelque chose que beaucoup de gens recherchaient. Une épaisseur de 10,7 mm, une longueur corne à corne de 44,3 mm, une étanchéité de 100 mètres et une variété de couleurs différentes. Mon préféré personnellement, c'est le cadran blanc argenté avec l'anneau extérieur bleu clair. Mais tous ces modèles auront des touches de couleur un peu partout. Ils vont avoir une esthétique plutôt décontractée, mais ils restent de vraies montres à tout faire. Certains auront un ton plus décontracté que d'autres. Mais c'est Breitling, c'est authentique. Je trouve que la famille Top Time, adaptée d'un chronographe à une montre 3 aiguilles, fonctionne parfaitement.
Et c'était une montre qui, au milieu de toutes ces marques sortant des cadrans de couleurs différentes, proposait quelque chose de plus audacieux. Vous aviez un nouveau calibre, un boîtier inédit et une collection entièrement repensée en 3 aiguilles. Et puis pour ma dernière montre de tous les jours, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Je pense qu'elle sortira avant celle-ci où j'ai parlé de la Santos acier. Et puis cette montre est sortie, et il s'agit de la Santos de Cartier Grand Modèle en titane. Mais dans cette vidéo, j'ai mentionné, en parlant de la version acier, que c'est une montre très difficile à classer dans une seule catégorie. Je suppose que c'est une montre de tous les jours. C'est absolument une montre sportive. Probablement aussi une montre habillée, étant donné le lien avec Cartier et le niveau d'élégance. C'est juste cette belle dichotomie entre ce côté utilitaire et robuste. Et puis, vous avez ces éléments classiques comme les chiffres romains, de belles aiguilles, la couronne cabochon, tout cela réuni dans un seul ensemble. Ensuite, avec le titane, c'est comme « Attendez, qu'est-ce que c'est? » Changer le matériau crée une proposition totalement nouvelle. Si vous vous souvenez de l'acier, l'acier avait cette surface supérieure sur la face avant qui se rayait très facilement, et j'en ai parlé dans la critique. Le titane, cependant, sera bien meilleur non seulement grâce au matériau lui-même, mais aussi grâce à la finition réelle du matériau. Donc, il va masquer les rayures beaucoup plus facilement. Celui-ci ne sera disponible qu'en grande taille, donc pas de taille moyenne ici. Vous aurez donc aussi les dimensions. 39,8 mm pour la largeur du boîtier, 9,38 mm pour l'épaisseur et une longueur corne à corne de 47,5 mm. Je dirais qu'elle paraît plus grande que ça au poignet. D'après mon expérience, cette montre va se porter comme une 40,5 à 41 mm au poignet. Vous bénéficiez toujours de 100 mètres de résistance à l'eau, du calibre automatique 1847 MC à l'intérieur, mais vous avez un ensemble qui sera plus résistant aux rayures et qui va réduire son poids d'environ 1/3. Et oui, vous perdez le système de redimensionnement SmartLink à cause du titane, mais les avantages et la présentation, pour ceux qui n'ont peut-être jamais envisagé Cartier dans leur vie, c'est peut-être la première fois que cela pourrait avoir du sens. Ici, on parle vraiment d'une niche dans la niche en ce qui concerne les montres Cartier. Les montres les plus vendues ne seront sans doute pas celles-ci, mais elles ciblent un autre segment. Je pense que c'était une sortie brillante pour la marque. Nous passons à la catégorie excellence mécanique. Donc, cela va être composé de marques et de montres que j'ai découvertes cette année, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est cette année qui m'ont vraiment impressionné d'un point de vue horloger. Nous voyons donc une attention plus fine aux détails, un artisanat exceptionnel, des artisans du sur-mesure d'un très grand raffinement ici, qui produisent à très petite échelle, mais qui réalisent des choses extraordinaires. Donc, cela va aussi inclure des montres avec lesquelles j'ai eu un lien plus personnel. En fait, j'ai une anecdote pour chacune d'elles et sur la façon dont j'ai pu les découvrir et en faire l'expérience, ce qui sortait de l'ordinaire. Il y a eu tellement de montres incroyables qui ont repoussé les limites cette année. Ce sont celles que j'ai pu approcher d'un peu plus près. Donc, pour commencer, cela faisait longtemps que c'était sur ma liste de choses à faire. J'ai entendu parler de Josh Shapiro à Los Angeles il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et il y a environ 3 ans, j'ai commencé à échanger avec lui sur le fait que je voulais finalement aller lui rendre visite et voir son atelier. Et enfin, cette année, nous avons pu le faire. Si vous ne connaissez pas Josh Shapiro, il réalise certains des travaux les plus impressionnants, non seulement aux États-Unis, mais peut-être dans le monde entier en ce qui concerne la fabrication de cadrans et l'intégration verticale à petite échelle. C'est un petit atelier de niche. Il m'a dit que s'ils produisent 3 montres par mois pour la résurgence, ils sont dans les temps. Cela vous donne une idée de l'échelle et du niveau de fabrication artisanale de ces montres. Donc, la montre dont je parle ici s'appelle la Résurgence. Il la considère comme son chef-d'œuvre. D'après ce que j'ai compris, c'est la montre la plus intégralement fabriquée aux États-Unis aujourd'hui. Cela inclut même les aiguilles. Cela inclut toutes les roues. Cela inclut tous les ponts. Cela inclut même les rubis. Il a trouvé quelqu'un aux États-Unis qui produit réellement des rubis pour les mouvements. Je pense que la seule chose qu'il fait fabriquer ailleurs, ce sont des éléments de l'échappement et ensuite le spiral du balancier. Je vais citer quelques points montrant à quel point cette montre sera remarquable, le cadran. J'ai entendu parler de Josh pour la première fois grâce à son guilloché. Il est sans doute l'un des meilleurs praticiens du guilloché au monde et possède une technique unique avec une machine à guillocher linéaire. Ce n'est pas une machine à guillocher à rosette, mais une machine à ligne droite permettant l'Infinity Weave, soit un tissage panier dans un autre.
Donc, il est capable de créer ces petites incisions alternées qu'il doit réaliser simplement à l'œil et à la main, en coupant dans une direction, puis en revenant pour faire l'autre incision. Donc, c'est une fraction de ce qu'est un tissage panier typique. Il est la seule personne au monde capable de faire cela. Et au début, lorsqu'il a commencé ce procédé, il disait qu'il lui fallait une semaine rien que pour réaliser un sous-cadran de l'Infinity Weave. Et il avait un taux d'échec de 75%. Ajoutez à cela que c'est un cadran à plusieurs niveaux. Donc le cadran lui-même s'assemble comme un puzzle. Et ensuite, il y a cette technique par-dessus. C'est incroyable. Le boîtier est également guilloché. Donc le côté du boîtier est guilloché. Les cornes sont vissées de l'intérieur du boîtier parce que le boîtier doit d'abord être guilloché avant qu'il puisse les installer. C'est ajouté comme pièce supplémentaire puis vissé de l'intérieur. Le mouvement est superbe, avec cuvette polie pour les vis et anglage sur tous les bords des ponts. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir différents ponts et leur apparence esthétique. Tous les points de pivot sont identiques dans les mouvements, mais vous pouvez changer l'architecture des ponts. J'aime le damasquinage ou la finition damasquinée qui se trouve sur leur pont. Cette technique était utilisée sur les anciennes montres de poche aux États-Unis et c'est magnifique à regarder. Du haut en bas de cette montre, on ressent toute la passion qu'il partage avec sa petite équipe. Ils sont moins de 15 dans l'équipe, mais ils adorent leur travail et j'ai été impressionné par leurs compétences lors de ma visite cette année. Une autre marque avec laquelle j'ai pu me rapprocher cette année, que je connaissais déjà et dont je suivais le travail depuis longtemps, c'est Crayon. Crayon est une marque suisse. Ils sont basés à Neuchâtel et font des choses incroyables grâce à leur fondateur Rémi et à son approche de l'horlogerie. J'ai pu rencontrer Rémi lorsque j'étais au Watches and Wonders et j'ai pu arriver un peu en avance. Nous nous sommes rencontrés dans le hall d'un hôtel. Il sort simplement un sac en toile et dévoile toutes ses montres. La seule montre de Rémi que j'avais eue en main avant cela était la Anywhere, qui était une pièce incroyable. J'ai pu consacrer une vidéo à cette montre plus tôt cette année. J'ai intitulé cette vidéo « Les montres les plus impressionnantes que j'ai vues cette année » et je maintiens mes propos. Ce sont des pièces incroyables qui méritent vraiment de figurer sur cette liste. La Anywhere pouvait ainsi suivre l'heure du lever et du coucher du soleil pour l'emplacement choisi par le propriétaire. Et cela pouvait être réglé par un horloger à Neuchâtel en utilisant un système de cam différent. Cela va changer et utiliser la latitude, la longitude et ajuster les anneaux à l'extérieur qui vont évoluer en fonction de la période de l'année. Un calendrier à 6 heures est présent et les anneaux extérieurs indiquent les heures de lever et coucher du soleil selon l'emplacement et la saison. Ces anneaux varient, c'est génial. Et puis, une autre montre qui est sortie cette année est la Any Any Day. La Any Any Day est la première complication d'agenda mécanique. Donc, c'est une montre qui vous indiquera le jour actuel grâce à ce petit croissant lunaire, cette indication-là. Mais en plus, elle va vous indiquer chaque jour de la semaine pour tout un mois entier. Donc, si vous vouliez savoir quel jour de la semaine tombe le 17, il vous suffit de regarder votre montre et vous le saurez. Il y a donc 5 chiffres bleus consécutifs, ce qui indique les jours de la semaine. Et ensuite, le blanc indiquera le week-end. Donc, le premier chiffre blanc sera un samedi, le deuxième un dimanche, et le premier bleu dans cette séquence de 5 sera un lundi. C'est ingénieux et pratique. Si vous avez déjà eu à planifier une réunion et que vous vous êtes demandé quel jour tombe le 15, cela vous aidera facilement. Donc, c'est vraiment sympa à voir en action. Dans une marque qui approche presque la haute horlogerie comme une équation mathématique, ce qui, en tant que personne très logique, me plaît beaucoup. J'apprécie la façon très cérébrale dont Rémi conçoit ses produits et en plus, ils sont magnifiques. Et ils ne se portent pas comme des expériences scientifiques. Ils se portent comme une montre. Et enfin, pour ma dernière montre dans cette catégorie, il s'agit d'une pièce qui a nécessité 8 ans de travail pour Marc Hayek et son équipe chez Blancpain. Et j'ai pu voir cette montre avant sa sortie. C'était vraiment une expérience géniale. Et j'ai même pu parler avec certains des artisans qui l'ont fabriquée. Voici la grande double sonnerie de Blancpain. Cela a représenté 8 années de recherche et développement. C'est une montre qui est une grande sonnerie, mais elle inclut 2 mélodies distinctes de 4 notes utilisant les notes Mi, Sol, Fa et Si. Ce qui est remarquable, c'est que vous pouvez en fait appuyer sur un poussoir et choisir laquelle des 2 mélodies vous souhaitez écouter. Vous pouvez soit écouter une sonnerie Westminster classique, soit écouter une mélodie spécialement composée pour Blancpain. Par Eric Singer, ami de Marc Hayek de la marque et collectionneur de montres, il est aussi le batteur de Kiss. C'est presque une équation issue d'un jeu de mots aléatoire. On parle de Westminster, du batteur de Kiss. On parle de grande sonnerie, de haute horlogerie.
On n'aurait jamais imaginé que tout cela puisse être réuni dans une seule montre ou même dans un seul concept, mais c'est arrivé. Maintenant, ce qui différencie une répétition minute d'une sonnerie, c'est qu'il faut avoir l'intégrité des notes. Donc, toutes les tonalités devaient être finement réglées sur ces timbres pour s'assurer qu'elles allaient jouer les notes correctement. Et quand vous avez deux mélodies distinctes à jouer, il faut aussi prendre en compte certaines choses. Elles doivent utiliser la même séquence de notes. Et l'autre point aussi, c'est que vous ne pouvez pas avoir deux frappes consécutives sur une même note. Donc, la séquence d'écriture doit aussi être réfléchie parce que si vous frappez une note deux fois, cela peut perturber le gong et l'empêcher de s'arrêter complètement dans sa vibration. Donc, il n'aura pas vraiment la tonalité que vous recherchez avec cette séquence de notes. Mais au-delà de tout cela, il s'agit d'une montre qui est équipée d'un tourbillon volant. Vous disposez d'un calendrier perpétuel rétrograde, d'un spiral en silicium et d'indicateurs de réserve de marche pour le mouvement et la sonnerie. Et il n'y a pas besoin de glissière pour cette répétition minute car il y a deux sources d'énergie pour le mouvement. Au total, ce mouvement est composé de 1053 composants distincts. Il s'agit du calibre 15 GSQ fonctionnant à 4 Hz avec une réserve de marche de 96 heures pour le fonctionnement horaire normal. Et lorsque l'on m'a présenté cette montre, ils avaient un schéma où l'on pouvait voir tous les différents composants du mouvement entièrement dévoilés. Et c'est incroyable à voir. Il y a deux personnes qui peuvent assembler ce mouvement chez Blancpain et il leur faut 12 mois pour assembler le mouvement. Alors imaginez une année entière de votre vie à assembler ce puzzle, à vous assurer que tout fonctionne correctement. C'est ce que ces artisans sont capables de faire. Et puis, sous l'une des plaques, la dernière plaque qu'ils ajoutent au mouvement qui va être gravée, ils gravent en fait leur nom à l'arrière. C'est donc leur signature en tant qu'artisans de classe mondiale capables de réaliser cela et d'assembler ce mouvement correctement. Nous passons maintenant à la catégorie controversée et j'avais deux montres qui se sont vraiment démarquées comme les plus controversées de l'année. La première, et c'était facile pour moi, il faut que ce soit la Rolex Land Dweller. La Rolex Land Dweller a fait parler tellement de monde. Et quand vous avez une montre d'une marque comme Rolex qui sort très rarement quelque chose de nouveau, une nouvelle collection, c'est important pour Rolex. Mais maintenant, ils innovent aussi avec un nouveau concept de mouvement pour l'accompagner. Et il y a eu tellement de discussions autour de la Rolex Land Dweller. Ensuite, il y avait toute l'histoire de leur fuite avant le salon. À ce moment-là, je savais de quelles montres il s'agissait et qu'elles étaient authentiques, mais je ne pouvais rien dire car je dois respecter les embargos en tant que professionnel. Et c'était vraiment fou d'être sur place alors que les gens essayaient de spéculer. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Rolex fait? Certaines personnes n'ont pas aimé. Certaines personnes ont absolument adoré. Une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes et d'amis qui, parce qu'ils savaient que j'étais très impliqué dans le dévoilement de cette montre plus tôt cette année, ont eu l'occasion de l'essayer et disent qu'ils l'aiment vraiment maintenant, alors qu'au départ, ils ne l'aimaient pas. Donc c'est aussi quelque chose que je recommanderais fortement. Mais tout ce style de design, cette esthétique à bracelet intégré, est-ce que c'est dépassé? Est-ce que Rolex devrait jouer à ce jeu? Est-ce qu'ils aiment le motif du cadran? Et vous l'aimez ou pas? Mais pour moi, la véritable vedette de la Land Dweller, c'est le mouvement. Ce mouvement est révolutionnaire. Rolex a été très lent à s'adapter sur certains points. D'abord, il ne travaillait pas vraiment sur les hautes fréquences. Ensuite, le silicium comme matériau, la siloxane commençait à être envisagée, utilisée depuis un moment. Et le silicium comme matériau, ils l'ont adopté dans une certaine mesure, mais là, c'est une adoption totale. Il n'y a plus d'excuses et plus de retour en arrière possible pour Rolex. Pour eux, c'est un engagement. Non seulement utiliser le silicium à ce niveau, mais aussi réussir à le faire avec un concept d'échappement qui n'a jamais été réalisé auparavant pour une efficacité et une stabilité optimales. La Land Rover a été la montre la plus controversée de l'année, suscitant de nombreuses opinions et discussions. Donc cela doit absolument être en tête de liste lorsqu'on pense à ce récapitulatif. Et puis, une autre montre que je vais mentionner ici dans la catégorie des controverses, c'est la Timex Atelier Marine M1A. Mais c'est essentiellement ce concept de la Timex Atelier. Timex a lancé des montres et une nouvelle marque, la série Atelier, qui seront vendues à des prix à 4 chiffres. C'est donc une nouvelle approche pour ce que représente Timex. Mais depuis la sortie de la Marlin il y a des années, cela s'est produit progressivement. Timex a commencé à s'aventurer dans différentes gammes de prix pour montrer de quoi ils sont capables. Et cette collaboration avec Giorgio Galli était un autre moyen d'y parvenir. Alors, combinons ces deux idées.
Proposons une nouvelle présentation haut de gamme pour Timex, une nouvelle marque, et faisons venir Giorgio Galli. Ces montres représentaient cela, mais aujourd'hui, certaines valent plus de 1000 $. J'ai réalisé un test complet à ce sujet. Et en fait, la question que je me posais, c'est que lorsque les gens cherchent à acheter une montre, je sais que beaucoup aiment dire qu'ils choisissent une montre uniquement pour ses qualités, pas pour la marque. Je n'en tiens pas compte lors de mes achats, mais je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Et juste parce qu'une montre peut sembler meilleure qu'une autre marque que vous tenez en très haute estime, cela ne suffit peut-être pas à compenser les défauts qui apparaissent quand on pense à la puissance de la marque. Les gens achètent généralement des marques plus qu'ils n'achètent un produit individuel, ou du moins c'est souvent fortement orienté de cette façon. Beaucoup de gens finissent par acheter la marque et cela l'emporte sur le produit lui-même, ce qui, à mon avis, est une façon de faire les choses à l'envers. Il ne s'agit pas de négliger la marque, mais c'était le dilemme de Timex selon moi. Les gens seront-ils prêts à payer 1000 $? Ensuite, une fois en main, cette montre semble-t-elle vraiment valoir ce prix? Sinon, elle pourrait même valoir davantage. Je l'avais avec d'autres plongeuses à 1000 $ et je me disais, celle-ci est vraiment sympa, surtout avec son excellent système d'ajustement du bracelet. Vous pouvez ajuster la taille de ce bracelet sans outil. C'est incroyable. Et en plus, le profil des cornes est vraiment remarquable. Ça a vraiment un look aérodynamique et rappelle une voiture de sport exotique dans sa présentation. C'est logique que Giorgio Galli, avec son style milanais italien, puisse donner ce thème de voiture de sport exotique à la carrure, mais ça rend vraiment bien pour cette gamme de prix. Le cadran aussi, et la façon dont les index des heures sont intégrés dans la formule plus large. La montre semble valoir 1000 $, mais tout dépend de la marque et du positionnement. Peut-on être reconnu pour autre chose que ce pourquoi on est connu? J'encouragerais les gens à l'essayer, mais c'est là toute la discussion et la controverse autour de la collection Timex Italia. C'était un bon débat quand nous avons sorti cette vidéo plus tôt cette année, mais cela a vraiment fait parler les gens. Très bien les gars, voilà la vidéo d'aujourd'hui où l'on regarde les meilleures montres de 2025. Si vous avez aimé la vidéo et voulez qu'on continue chaque année, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Merci. Quelle est votre montre préférée pour 2025? Laissez un commentaire ci-dessous et consultez également notre liste complète des 40 meilleures montres sélectionnées par toute notre équipe. Si vous voulez voir leurs choix qui sont complètement différents des miens, ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, ils ont leur propre avis. Donc si ça vous intéresse, un lien sera dans la description ci-dessous. J'aimerais aussi voir vos commentaires. Quelle a été votre montre préférée de l'année? Encore une fois, j'apprécie vraiment tout le soutien cette année aussi. Je sais que c'est en quelque sorte une vidéo récapitulative. Je voulais donc simplement vous remercier pour votre soutien tout au long de 2025. De plus, n'hésitez pas à consulter teddybaldeezer.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et la garantie fabricant sur tous nos produits. De plus, la façon dont nous pouvons continuer à vous proposer du contenu chaque jour, que ce soit sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux ou à travers des articles publiés quotidiennement sur notre site web, c'est grâce à la vente de montres. Donc, si vous cherchez à acheter une montre, nous savons que vous pouvez en acheter une à de nombreux endroits aujourd'hui. Nous serions vraiment ravis de vous compter parmi nos clients, car cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore infiniment d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.